Chapitre 17. Le printemps sauta tout d'un coup sur la terre. Les jonquilles vertes dépassèrent les herbes, les églantiers tremblèrent sous de larges fleurs. L'air était amer et ardent comme de la sève de figuier. Jacou sortait tous les jours. Il s'en allait à grands pas à travers ses champs, puis dans la lande qui le séparait des champs des autres. Il se léchait les lèvres. À la fin, ils se gercèrent. « C'est la force du temps, » dit-il. L'inflammation s'élargit tout autour de sa bouche, le bord des yeux devint sanglant. « Arrête-toi, » dit Barbe. « Calme ton sang. »« Ah, » dit-il, « toi tu as compris. »« Quoi ?» dit-elle. « Voilà, dit-il, ma vieille, que pour la première fois je ne me commande plus. » Il avait parlé avec sa voix de jeune âge, et calmement et posément et tout. « Tu devrais prendre du dépuratif. » « Je prends le dépuratif qu'il me faut, » dit-il. Malgré ça, Barbe lui fit de la tisane d'aigre moine. Au bout de quelques jours, il était guéri. On revoyait son visage de terre. Un soir, en rentrant, il s'en alla vers les étables. Les jours avaient grandi, l'air était doux. On avait ouvert les portes et mis des claies pour empêcher les bêtes de sortir. Les brebis, les agneaux, le petit âne, les chèvres, le cheval se pressaient contre les barrières. Il reniflait l'air du soir. Il y avait une odeur de fleurs du côté des champs. La jument noire s'approcha. Jacou avait l'habitude de lui donner du pain. Il trouva un croûton dans ses poches. Elle le fit craquer sous ses grandes dents. « Alors, fille, dit Jacou, est-ce que tu es pleine, oui ou non ?» Le lendemain matin, Jacou sella le cheval. « Je vais à la Jourdane. » Il s'enleva encore souplement sur les étriers de corde, et une fois d'aplomb sur la selle, il poussa un soupir. Il se sentait les reins solides, les hanches lourdes, les cuisses fortes. Il s'en alla au pas. Le cheval fouettait de la queue les petites mouches dorées. Les champs qui touchaient la ferme avaient toujours été entretenus en prairies. Cette fois, ils étaient plus gras. Jacou les avait ensemencés en double, sans rien dire à personne. Une nuit, il avait pensé à tous ces grumeaux de terre noire que la racine des herbes soulève et qui dort dans les sous-bois des prés. Il s'était dit « Je vais redonner de la graine à tout ça ». Il avait choisi dans plus de 100 paquets de papier et il avait surtout choisi les paquets sur lesquels étaient collées les étiquettes coloriées des plus belles fleurs. La méthode, il la connaissait comme pas un. Un pré, c'est de l'herbe. La fleur ne sert à rien. Ce qui compte, c'est ce qui est entre la fleur et la racine. Aux bestiaux, la fleur ne fait rien. Et, qui sait, s'était-il dit, qu'est-ce que vous en savez, vous autres ? Vous autres, c'étaient les ancêtres, les pères et les grands-pères et tous ceux qui avaient créé des prés et des pâturages avant ce printemps-ci. Qu'est-ce que vous en connaissez de la bête ? Et si des fois, cette fleur, se disait-il tout seul au milieu de la nuit, si cette fleur donnait du poil, ou donnait de l'œil, ou donnait de la dent, ou de la corne, ou du sabot, ou qui sait quoi de beau sur la bête. Qu'est-ce que vous en savez ? Ainsi, en pleine nuit, il discuta longtemps avec l'ombre des ancêtres. Le bord de son sommeil fut tout illuminé de bœufs et de vaches à la peau de feu, de moutons, de chevaux et de chèvres à la beauté extraordinaire. Maintenant, du haut de son cheval, il voyait ces larges prés écumeux, la petite éclair, la grande éclair, la pâquerette, l'herbe d'or, la drave et la cardamine étalaient leurs fleurs. Il traversa les prés et l'odeur de miel monta autour de lui à mesure que le cheval froissait les herbes avec ses jambes. Plus loin étaient ses blés clairs. Puis, les 2 champs où il n'avait pas semé de blé, mais des narcisses comme Jourdan, c'était devenu la fleur préférée du plateau. Elle venait avec aisance. Il comprenait soudain, grâce à elle, que tout le sous-sol était parcouru d'eau. Après était la lande couchée sous la brume bleue. Il pensa qu'un jour il faudrait en venir à s'entendre au sujet de cette lande, s'y mettre tous, la gratter au hérisson de fer et à jeter là-dessus des graines de fleurs, planter des arbres, des érables, des ormeaux, des bouleaux qu'il aimait tant. Des bouleaux dont l'écorce est douce à l'œil comme le flanc des biches. Il pensait à un monde consolant. Il languissait de connaître le poulain neuf qui devait être dans le ventre de sa jument. Il lui supposait une peau d'ocre tachée de blanc. Il lui voyait une crinière transparente, pleine de vent et des jarrets minces comme des poignets de jeune fille.
Il le voyait galopant. Lui, il allait au pas à travers les terres. Il traversa les narcisses de Jourdan et il arriva à la Jourdane. « Tu es guéri ?» demanda Marthe. « Je n'ai été malade que de dessus, » dit-il en se touchant la peau du visage. « C'était la crasse du sang. »« Ça t'a merveilleusement passé, » dit Marthe. « Et alors, te voilà en promenade ?»« Non, dit-il. Je suis venu exprès. Où est Jourdan ? » ?»« Entre. » Il attacha le cheval au pilier du hangar. « Au fond, dit-il, j'ai été très inquiet. »« De quoi ? » ?»« De ce qui m'était venu sur la figure. »« Ce n'était pas grave. »« Non, dit-il, mais ça n'était pas beau. » Jourdan était en train de préparer une grande étagère pour des paquets de graines. « Je vais, dit-il, me les préparer pour avoir tout ça sous la main et au moment qu'il faut. On a maintenant le temps de tout faire. »« Voilà, dit Jacou, moi je suis venu à propos d'une chose. Nous devrions lâcher nos bêtes. »« Tu sais, dit Jourdan, que moi j'en ai pas beaucoup, j'ai juste mon cheval et ma truie. Quitte la couvre. Le verra de Fra Joséphine. Elle est pleine. Elle fera les petits dans une vingtaine de jours. Voilà, dit Jacou. Descends de ton escabeau, viens t'asseoir. J'ai une demi-heure de temps. Où est Bobby ? Je voudrais t'expliquer. Bobby est à la forêt. Il y a des choses nouvelles au sujet du cerf et de toute la bande. Quoi de nouveau ? Du bon, dit Jourdan. Alors viens t'asseoir. Moi, dit Jacou, je dis qu'il faut vouloir tout ou ne rien vouloir. Moi aussi, dit Jourdan. Moi, dit Jacou, je dis que tout le temps de cet hiver, je me suis posé sans question, de nuit et de jour. Moi aussi, dit Jourdan. J'ai attendu le printemps. Moi aussi. Et le printemps est là. Oui. Et je comprends les choses, dit Jacou d'une voix tendre. Je les comprends aussi, dit Jourdan, mais je n'ai pas beaucoup de bêtes à lâcher, je n'ai jamais été un fermier d'élevage. J'ai plutôt été un fermier de plantes. Au fond, dit Jacou, tu pourrais continuer à t'occuper des plantes. C'est ce que je fais, dit Jourdan. Mais je voulais te dire, t'en occuper d'une autre sorte. C'est ce que je fais, dit Jourdan. Je suis devenu, dit Jacou. Voilà, il faut que je te parle d'une autre façon. Je suis heureux. Non, je ne suis pas devenu heureux comme un couillon. Avant de voir le taureau blanc... Quel taureau blanc ? Une nuit, j'ai vu un taureau blanc. Où ? Debout, devant moi. Dans les prés ? Non, dans un rêve. Ils étaient assis sur l'air. Devant eux, les champs dormaient sous le matin blond et la brume. Les alouettes chantaient. Un taureau, dit Jacou. Il était planté devant moi, de face. Depuis ses sabots jusqu'aux épaules, ses jambes faisaient l'arc comme le timon de ce rouleau à blé. Sa tête avait un nez large, comme mes deux mains. Ses cornes s'ouvraient toutes droites. Jacou dressa ses deux bras tendus. « Oui, dit Jourdan, c'est bien un taureau de rêve. »« J'ai eu tout mon temps pour le voir, » dit Jacou. « Il est resté là, il ne bougeait pas, moi non plus. Je le regardais en détail comme si on m'avait dit « ou bien tu meurs, ou bien tu vas apprendre par cœur tout. » Les endroits de son corps où tremblent les lunes, les demi-lunes et les étoiles de ses muscles, ses demi-muscles et ses pointes de muscles sur la peau. Des fois, on aurait dit le frisson d'un toucher de mouche et ça faisait dans son poil comme l'éclair d'une étoile. Moi, ça n'était pas une mouche. C'était un petit éclat de force qui pointait, là. À d'autres endroits, des muscles plats tournaient en faisant couler le poil qui blanchissait en rond. Voilà ce que moi, dans mon rêve, j'ai appelé les lunes, les demi-lunes et les étoiles. Quand le taureau s'est effacé, je me suis réveillé. C'était mon heure habituelle de réveil. Quand il est venu devant moi, c'était mon heure habituelle de sommeil. Il est resté tout le temps, sans que nous languissions, ni lui ni moi, toute la nuit. C'était quand ? À l'entour de mars. Le froid était parti. Juste il partait. Nous avions encore la pluie ? Non, et il y avait eu 3 jours de grand soleil. Puis le brouillard s'était levé et on a eu alors des jours où on ne voyait rien que le brouillard. C'était une nuit de ces jours-là. Qu'est-ce que tu en dis ? Rien. Pareil.
dit Jacou. J'ai eu le rêve de la chèvre, le rêve du cheval, le rêve de mes juments avec 10 poulains couleur de feu, le rêve de la truie. Je n'ai pas de truie. J'ai peut-être rêvé de la tienne. Enfin, une truie. Elle mettra bas, dit Jourdan, juste quand les jours se seront clarifiés en plein. Qu'est-ce que tu en dis? Je ne dis rien, dit Jourdan. Je dis que tu as rêvé des bêtes. Oui. Moi, j'ai rêvé des plantes. Ah, pas régulièrement, dit Jourdan, mais je dormais vert. Alors toi et moi, à nous deux, nous avons rêvé les plantes et les bêtes, et ça se passait quand pour toi? À peu près à la même époque. Je me souviens des jours de brouillard. Mais tu en as rêvé beaucoup? Je crois que je les ai rêvées toutes. Seulement, elles étaient mélangées. Ça n'était pas comme toi pour le taureau ou la truie, une bête pour chaque rêve. C'était un rêve vert, tout mêlé. Moi, dit Jacou, oui, c'était chaque fois une seule bête. Ça ne pouvait pas être plus. Quand j'avais commencé à la voir, je n'avais qu'une envie, c'était qu'elle reste là pour que je la voie bien. Et elle restait là. Moi, dit Jourdan, j'ai vu de drôles de choses. Une fois, ça a été une herbe blanche et bleue comme le brouillard, luisante, un peu épaisse et un peu grasse comme juste ce brouillard qui était venu après les grandes pluies. Elle n'était pas plantée dans la terre, on n'aurait pas dit. Ou bien alors elle montait très haut et elle retombait comme le feuillage d'un arbre. Je la voyais retomber doucement du fin fond du ciel. Elle avait les feuilles divisées comme les feuilles de l'absinthe. Mais elle était, je te dis, grasse et cendrée et luisante et huileuse quand on écrasait un bout de ses feuilles dans les doigts. Et si petit qu'on écrasait, ça donnait une odeur terrible, une odeur qu'on n'aimait pas tout de suite à la folie, une odeur qui ressemblait un peu à l'odeur du marc de raisin et du marc d'olive mélangé. « Nous n'avons pas rêvé des choses ordinaires, » dit Jacou. « Non, » dit Jourdan. « Pourquoi ?» dit Jacou. « Moi, » dit Jourdan, « je dois te dire que ces rêves-là me plaisent beaucoup et que depuis ça m'a donné des idées. »« Je l'ai vu, » dit Jacou. « Je l'ai vu tout à l'heure à ton étagère et à tes paquets. »« L'an prochain, » dit Jourdan, « j'aurai des graines extraordinaires. »« Des graines de quoi ?»« Des graines d'herbe, des graines de fleurs, de... »« Je vois, » dit Jacou. « Depuis que j'ai rêvé des plantes, » dit Jourdan, « j'ai envie d'en faire et j'en ferai. »« Il faut que je rentre, » dit Jacou. Jourdan l'accompagna jusqu'au cheval. Comme là-bas, à sa ferme, Jacou mit le pied à l'étrier de corde et doucement il enjamba la bête. « J'aurais voulu voir Bobby, » dit-il, « mais je crois que nous aurons l'occasion. »« La chose, » dit Jourdan, « c'est que le cerf est revenu avant-hier soir et qu'il nous a amené ses 2 femelles. »« Ils sont venus paisiblement ?» demanda Jacou. « Paisiblement. Ils ont pâturé tout autour de la ferme. Les biches s'approchaient de moi, de Bobby et de Marthe, comme si elles nous avaient toujours connus. »« Comme si elles nous avaient toujours connus, » répéta Jacou. Il fit tourner son cheval en face des champs couverts de fleurs où courait un petit vent tiède. « Moi, dit-il, je voudrais avoir un beau taureau et une belle vache, un beau bélier, une belle brebis, une belle ânesse pour mon âne qui est déjà beau et qu'un bel étalon sorte du ventre de mes juments. Mais même des manches pour faire de belles bêtes. Au revoir. Salut. » Il s'en alla au pas. Cette visite intrigua beaucoup Jourdan. Il pensa aux plantes qu'il avait rêvées. Maintenant, en même temps, il fut obligé de penser aux bêtes des rêves de Jacou. « Nous voulons faire, se dit-il, c'est curieux comme tout ça nous chauffe. » Il entendit un bruit de pas. Il crut que Jacou revenait, il n'y avait rien du côté des vastes champs déserts sous la brume. Il regarda du côté de la forêt. C'était Bobby qui retournait. Il était encore loin, mais dans le silence, le bruit du pas solitaire s'entendait bien. D'autant plus que le brouillard faisait écho. De ce côté, le brouillard était en face du soleil et traversé par les rayons qui y ouvraient des cavernes bleuâtres et profonds. Un Bobby revenait de la forêt et il se battait les ouzeaux avec une branche de hêtre. Les 100 000 petites gouttes d'eau qui alourdissaient le brouillard faisaient loupe et on voyait un Bobby démesuré, des membres et un corps d'ombre 20 fois plus gros que ses membres et son corps. Au centre, il y avait seulement une tache plus noire, et c'était son corps véritable.
Mais s'il faisait un geste du bras, ça devenait le geste d'un bras de 20 mètres de long et gros comme une poutre de grange, et il portait l'ombre loin sur la terre, et s'il bougeait la tête, c'était le mouvement de toute une colline. Mais quand il faisait un pas, ça n'était qu'un pas d'homme. C'était un géant qui dansait sur place. Bobby, ce matin-là, avait apporté une branche de hêtre avec 3 bourgeons verts, lavés de rosée. Et quand il les déplia l'un après l'autre, il les vit gonfler d'une sève résineuse couleur d'or. Le printemps. Madame Hélène avait fait sortir la calèche dans la cour de Fra Joséphine. Elle avait dit à la vieille cornute « Prends un bouchon de teille et un seau et lave-moi cette voiture. » Elle vint voir comment le travail était fait. La vieille cornute avait déjà frotté les boiseries et les ressorts. « Madame, dit-elle, tu devrais te la faire repeindre. »« Et comment ?» dit madame Hélène. « Vous avez toujours des idées, vous, cornute. »« Pour ce que j'en fais. Pour aller dans les terres ?»« Oui, dit la vieille cornute, tu devrais te la faire repeindre en bleu ciel. » Jusque-là, le printemps était resté doux. Il devint sauvage. Il écrasa les larges prés de Randoulé sous de la chaleur et du vent. Tous les oiseaux s'envolèrent. Les derniers qui étaient restés dans les nids au fond de l'herbe écoutaient le bruit des grosses racines réveillées et le roulement de la sève dans les tiges et le sifflement de la sève qui s'épanouissait dans les feuilles et le clapotement de la sève qui sortait en bulles de toutes les fentes des bourgeons. Peu à peu, ces oiseaux-là commencèrent à avoir peur. C'est alors qu'ils aperçurent au bord de leurs ailes une petite frange couleur de rouille qui les étonna. Ils essayèrent d'abord de se laver à sec, à coups de bec, mais ce n'était pas de la saleté. Ils virent que c'étaient des plumes neuves. Leur œil aussi s'élargit. Il eut besoin d'immenses reflets. Ils furent obligés de partir pour voler dans le ciel en criant. Mais le sud et le nord du ciel étaient en pleine bataille. Le vent luttait contre les nuages, le sud était lourd des exhalaisons de la mer, les nuées s'entassaient en montagne. Le vent venait du nord, toujours froid, comme en plein hiver, mais avec moins de force. Quand les nuages s'étaient bien entassés, ils s'écroulaient, lentement dans le vent. D'abord, ça le surprenait. Il y avait un moment de calme, le nuage pesait de tout son poids. Une nuit bleue couvrait la terre, puis le vent gonflait sa poitrine, se débattait, criait et creusait au milieu des pluies de longs tunnels roux. Le soleil ruisselait dans tout ce tuyautage de nuages comme l'eau souterraine dans les galeries qui, sous les montagnes, courent de caverne en caverne. Le vent, en même temps que la lumière, rugissait dans le ciel comme dans un orgue. Bobby courut vers la grange. Il entra et il ferma la porte. Alors, appuyé contre le mur, il essaya de reprendre haleine. Un ancien désir était en lui. Il ne s'en était plus souvenu, il ne s'était pas remis à y penser petit à petit, non, il avait eu soudainement envie. Il poussa le verrou de fer. Ici, il était seul. La lucarne était tantôt pleine d'ombre, tantôt pleine de soleil. Bobby chercha des sacs vides, il en trouva 4, il les étendit par terre, il se coucha sur les sacs. À ce moment, il entendit dehors tous les bruits du monde, il essaya les tours d'acrobatie qui lui étaient coutumiers. Ce qu'il appelait l'homme crapaud, les cuisses sur les épaules, et l'homme serpent, les bras et les jambes noués autour de lui. Il entendit craquer ses genoux. Il comprit que ses jointures s'étaient durcies. Il se redressa. Ainsi, la souplesse était perdue. À ce moment-là, le vent, ayant déchiré un énorme nuage, en emportait les morceaux, emplissant successivement la grange d'ombre et de soleil, puis encore d'ombre et de soleil. Bobby sentit qu'un saut périlleux parfait était inscrit dans ses reins, parfait, rond comme une boule. Quand la 3e ombre de nuage arriva, il sauta. Il retomba juste sur ses pieds. Alors il eut encore le désir de sauter, et il s'élança encore une fois, puis encore une, sans se rendre compte que le plancher de la grange grondait sous lui comme une peau de tambour. Enfin, il retomba d'aplomb sur ses pieds, ivre, vide de force, heureux, en face de la lucarne, juste au moment où le vent, ayant emporté tous les morceaux de nuages, le ciel bleu et doux s'enroulait silencieusement autour du monde, comme une aile d'oiseau. « Où es-tu » cria Jourdan. Bobby se hâta de descendre. Dehors, il fut ébloui par la lumière.
Dans l'air visqueux, épaissi par les vapeurs de la terre, le soleil semblait venir de partout. « Regarde !» cria Jourdan. Il pointait son bras vers les lisières de l'horizon. Là-bas, un cheval galopait. Il était nu et sans cavalier. Il disparut en soulevant la poussière de la lande. Alors ils virent arriver un vol d'oies sauvages. Elles remontaient contre le vent. « Les narcisses !» dit Bobby montrant les champs. Mais le vent ne leur permit pas de parler comme des hommes. Il se mit à souffler avec une telle rage qu'il leur limait les mots au ras des dents. Les oies sauvages volaient de toute leur force, mais elles ne bougeaient pas de place. Elles semblaient clouées dans le ciel comme une nouvelle constellation bonne pour la journée, avec de grosses étoiles toutes blanches. « Orion !» cria Jourdan. « Orion, fleur de carotte !» Puis le vent leur sacca les reins et ils coururent devant lui jusqu'à la maison. Marthe avait relevé les rideaux de toile à toutes les fenêtres pour que le grand jour puisse entrer librement. Il entrait librement. On voyait clair de tous les côtés dans la cuisine, on entendait le vent ébranler les murs. Les yeux de Marthe avaient plus de couleur que d'ordinaire. Pendant la nuit, le vent ne cessait pas et de longs éclairs de soufre voletaient dans l'écroulement des nuages. Tous les matins, Bobby s'en allait derrière le hangar. D'ordinaire, à cette heure-là, le ciel n'était qu'une cavalcade de nuées joyeuses, fleuries, luisantes de soleil. Dès qu'il était à l'abri, Bobby faisait à la file 1, 2, 3 sauts périlleux, parfois 4, puis ivre, il rentrait comme si de rien n'était. Il était arrivé une chose curieuse dont on ne s'était jamais aperçu et qui attira l'attention de Karl et du fils Karl. Et ce jour-là, ils rentrèrent à leur ferme, ivres comme Bobby, après les 4 sauts périlleux. Ils se promenaient, le père et le fils. Ils ne parlaient pas, ils étaient arrivés au bout du pré où, pour la première fois, l'an d'avant, le fils avait vu le cerf. Au bout de ce pré, comme dans le temps, il y avait une ancienne noria. La terre faisait la bosse. Ils montèrent là-dessus. Au passage, Karl vit qu'un bouleau commençait à pousser tout seul et allait bientôt être assez haut pour se dégager de l'herbe. Dans les terres plates, il suffit de peu de hauteur pour qu'on découvre un large espace. Du haut du mamelon, Karl et le fils voyaient très loin autour d'eux. Il faisait un très grand vent. Le ciel coulait du nord vers le sud. Les vagues d'herbe couraient vers le sud. On voyait la forêt de Grémone, épaisse, sur l'horizon. Le balancement des arbres se couchait vers le sud. Une poussière blonde, poussière des fleurs de frêne, fumait de la forêt et s'envolait vers le sud. Karl et le fils étaient tristes tous les deux, d'une tristesse pas désagréable, comme quand on voit partir des gens et qu'on reste, qu'on se dit « qui sait ce qui les attend ?» Moi, ma maison est douce. On s'imagine qu'ils vont coucher dans des buissons d'épines par des nuits de pluie. On pense au bon lit de la maison. On désire à la fois d'un même désir le bon lit et le buisson d'épines dans la pluie. Karl et le fils regardaient tout ce monde vagabond emporté vers le sud. C'est en reportant leurs yeux sur les champs qu'ils virent cette chose curieuse, ce que Karl appela le printemps quand il en parla aux autres. On ne savait pas au juste ce qu'il voulait dire, ni lui non plus, mais il le désirait. Du haut de l'ancienne noria, il avait vu tous les chemins du plateau fortement marqués dans la terre. Jamais, ni lui ni son fils, qui était monté plus de 100 fois sur la butte, ne s'était aperçu qu'on pouvait voir tout ça d'ici. Il avait fallu venir jusqu'à ce jour, ruisselant de départ et de vent. Cela provenait de ce que la saison nouvelle avait partout poussé la vie de l'herbe et que, au milieu de toute cette verdure, les chemins paraissaient plus vigoureux et plus neufs. Il y avait les chemins de charrette avec les 2 ornières bien tracées. Il y avait le sentier de piétons, la sente cavalière, le chemin rapide, la fausse route que ceux du plateau devaient entretenir, qu'ils n'entretenaient jamais, autrement que par le travail naturel de leur passage et qui était ce jour-là bleue de la couleur du ciel parce qu'elle était usée jusqu'au granit. Toutes ces routes s'entrecroisaient et partaient. Elles se rejoignaient, elles se séparaient, elles filaient vers la forêt Grémone, elles s'en allaient vers la vallée de l'Ouvèze, vers les montagnes, vers le sud, vers le nord, vers l'est, vers l'ouest, sans souci de l'heure, de l'ombre ou de la lumière.
Elles étaient d'une puissance formidable. On était un peu plus triste en les regardant. En même temps, le sang sonnait sourdement 2 ou 3 gros coups de tambour dans les oreilles. Et, dit Karl, quand il en parla, les routes se raccordent à des routes. Il n'y a pas de route qui finisse en cul-de-sac. Les routes, c'est sans fin et sans fond. Et il élargit les bras vers les 4 horizons. Le printemps, dit-il encore. Les autres restèrent sans rien dire. Ils voyaient tout ça clair, comme s'ils étaient sur la butte de la vieille Noria. De ce soir-là, Karl, pour la 2e fois, lâcha son étalon. Il n'était pas question de saillie, il était question de liberté. La bête s'en alla droit devant elle, tout de suite au plein galop. Karl remarqua que derrière elle, un chemin nouveau s'était ouvert dont l'herbe gardait la marque. Cela ne lui enleva pas de tristesse. Il n'y tenait pas, d'ailleurs. Ce n'était pas une tristesse souffrante, mais comme un besoin d'amertume, comme quand le corps doit se décrasser et qu'on boit de la tisane d'Aigremoine. La grande bataille du ciel continuait. Sur le large du plateau, l'étalon, nu et sans cavalier, apparaissait et disparaissait dans un nuage de poussière. Il était devenu une bête admirable, capable de sauts presque magiques, et souvent, au long des nuits, il hennissait dans le sifflement du vent. Madame Hélène avait perdu le sommeil. Elle n'avait un peu de calme qu'en posant ses mains froides sur ses seins. Parfois, un éclair illuminait sa chambre, puis l'éclat sourd d'un tonnerre ébranlait la maison comme venant de dessous la terre. Le vent avait fait chanter les girouettes. Maintenant elles étaient immobilisées dans son courant qui soufflait toujours du même point de la nuit, et elles ne faisaient plus que se plaindre, doucement, de temps en temps d'un petit gémissement régulier. Madame Hélène n'avait de calme qu'en touchant ses seins avec ses mains froides. Elle était triste de les sentir durs et de feu. Les gémissements du vent entraient dans sa chair et se plaignaient tout contre son cœur. La fenêtre jointait mal et tremblait en faisant claquer ses vitres. Dessous le chambranle, le vent pouvait passer. Il venait sauter sur la couverture du lit. Il était tiède. Il s'appuyait doucement sur le corps de Madame Hélène. Il faisait avec elle comme un feuillage d'arbre. Il la pénétrait profondément, il apportait son trouble chaud jusqu'au fond d'elle-même, là où elle s'était crue depuis toujours la plus solide. Le vent gémissait, on entendait son gémissement parcourir la nuit et les échos qu'il réveillait dans la montagne et dans les vastes salles de la forêt. La maison tremblait, non seulement les murs qui étaient frappés directement par la bourrasque et contre lesquels Madame Hélène entendait parfois le crissement sableux des nuages emportés au ras de terre dans les tourbillons sauvages, mais au fond de la maison, les portes les plus secrètes se mettaient à vivre entre leurs gonds de fer. La tristesse de Madame Hélène était faite de paix et ne venait de rien d'humain. « Je n'ai à me plaindre de personne, se disait-elle naïvement, même pas de moi, et au fond, je suis bien paisible. » Elle se répétait « paisible, paisible » à mesure que soufflait le vent, et le gémissement apportait toujours plus de tristesse molle et de chaleur. Et c'était une tristesse très désirable. Mais la voix du vent sortait comme d'un gosier de bois avec des sonorités presque humaines, tandis que les gémissements de la girouette étaient des gémissements de fer. Ils n'entraient pas dans la chair en suivant les ondulations des nerfs et des vaisseaux du sang se coulant par les routes les plus douces, mais ils tranchaient droit devant eux, comme un couteau en direction du cœur. Les nerfs faisaient mal. Les artères semblaient se vider, tout d'un coup, par quelques brèches ouvertes au fond de la chair. À ces moments-là, Madame Hélène n'avait que le secours de ses 2 mains froides. Elle pensait à Jourdan. Les premières fois, elle avait tout de suite fermé les yeux, mais elle avait vu beaucoup plus clair avec les yeux fermés, et maintenant elle gardait les yeux ouverts. Elle regardait la fenêtre pleine de nuit où s'inscrivait en ligne d'or la constellation du Bélier. Elle ne voyait pas les étoiles écrasées de vent et pelucheuses comme des grains d'avoine. Elle voyait les yeux de Jourdan. Elle ne voyait pas la nuit aplatie contre les vitres. Elle voyait le corps noir de Jourdan.
Elle n'entendait pas ce gémissement des bourrasques, elle entendait son ancien gémissement à elle, et sans qu'elle puisse lutter, une puissance d'ombre forçait ses cuisses et les ouvrait. Une nuit, elle entendit une plainte qui n'était ni celle du vent ni celle du drapeau de fer. Il y avait dans celle-là quelque chose de bestial et de tendre. Elle s'adressait plus directement au cœur que les plaintes du vent et du fer. Dès qu'elle fut touchée de cette voix nouvelle, Madame Hélène sentit que la jeunesse se réveillait au fond de son ventre. Elle se mit à lui parler. « Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ?» dit-elle. Elle parlait à voix basse, elle essayait de retarder le plus possible ce moment où elle n'aurait plus de force pour résister. « Qu'est-ce que tu veux ? Quelle est cette chose qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça revienne ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi maintenant ? Je suis seule, tu le sais bien. Il est parti. Il n'y a plus personne à côté de moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Laisse-moi. » Soudain, elle crut que c'était Aurore qui se plaignait. Elle fut soulagée. Elle sauta du lit, elle alluma sa bougie. Elle ouvrit la porte du couloir. Aurore était là, en effet, dans sa longue chemise de nuit. « C'est toi qui pleures ?» dit Madame Hélène. Aurore était à côté de la grande fenêtre du couloir et elle regardait dehors. « Je ne pleure pas, » dit-elle. « Qui fait ce bruit ? » ?»« Un cheval, » dit Aurore. Alors Madame Hélène comprit que c'était bien le hennissement d'un cheval. Elle soupira. « Il faut nous recoucher, ma fille, et rester paisible. » Madame Hélène retourna à son lit. Il n'y avait plus maintenant que les gémissements du vent. Un éclair silencieux illumina la chambre. Madame Hélène ferma les yeux, elle n'essaya plus de lutter contre l'homme immense, chaud et lourd qu'elle voyait ainsi très clairement devant elle. Elle s'endormit peu à peu, et comme elle tenait ses seins ronds dans ses mains, elle imagina des voiles de navire que le vent gonfle et emporte. Le printemps continua à être sauvage. Tous les champs de narcisses étaient fleuris, les éclairs illuminaient toujours les nuits, le vent ne s'arrêtait pas. Il prenait au contraire de la violence. Il sentait la pierre et la pluie. Il venait des hautes montagnes où la neige commençait à fondre. Il avait parfois l'odeur crue du granit. Durant le jour, l'épaisseur des nuages donnait de l'ombre à la terre. À certains matins, un moment de calme laissait du repos aux arbres et aux herbes. Un oiseau chantait, les troncs des bouleaux qui venaient de se balancer sans arrêt se redressaient en soupirant. On entendait dans les prés le glissement de la rosée. Les pigeons sortirent des pigeonniers, ils firent un tour en l'air, puis ils rentrèrent de nouveau dans l'abri. La truie de Jourdan n'avait que 8 mamelles, elle fit 9 petits cochons. Le 9e était si clair de graisse, de peau et de sang qu'on voyait le jour au travers. Comme il n'avait pas de place pour téter, il fallut l'élever au biberon. Jourdan allait chercher du lait chez Jacou, puis Jacou lui dit « Je vais te donner ma chèvre en pension pour quelque temps, ce sera plus facile, viens la chercher demain. » Le lendemain, Jourdan attela la charrette et partit pour chercher la chèvre. C'était toujours le même temps, un peu plus noir. Jourdan avait planté du maïs, il était en train de pousser. Autour de la Jourdane poussait tout ce qui était nécessaire à la vie. Le vent de printemps qui rasait la terre tourmentait le champ de blé vert, juste ce qu'il fallait pour que la tige soit forte et puisse supporter l'épi chargé. Il y avait là assez de blé pour 4 pendant plus d'1 an. En faisant son champ de narcisses, Jourdan avait trouvé une source, toute petite, pas plus grosse qu'un tuyau de pipe. Il l'avait d'abord prise pour un verre. Il avait pensé à l'économiser dans un bassin de terre colmaté d'argile. Elle y dormait. Elle lui avait permis 2 ou 3 choses nouvelles. D'abord un potager, un endroit qui, sur la terre, était marqué de vert profond, presque bleu, de gros choux, des raves, des carrés d'épinards, des oseilles, des oignons, des ailles, des plançons de tomates, à tout hasard. Ensuite, la plus grande nouveauté de tout, un large carré de lin. Pour plusieurs raisons. La raison que disait Jourdan, « Moi j'aime ce bleu des fleurs ». L'autre raison, il ne la disait pas. C'était
Moi, je vois loin, je vois d'ici 2 ans ou 3. On sera content d'avoir ça ici. » Il avait aussi planté du chanvre. Il avait commencé à en mettre à rouir dans son bassin. Il avait essayé d'en battre un petit paquet. De là étaient venues 2 ou 3 idées nouvelles, chercher dans la forêt un arbre dont le bois ne jouerait pas, l'abattre, l'apporter à la Jourdane, le scier à la scie longue, faire des planches, monter un instrument en bois pour battre le chanvre. Cet arbre, ça pourrait être par exemple un petit noyer, ou bien un petit chêne, ou bien un petit cèdre. Le bois de cèdre sent bon. La sueur du bois de cèdre, c'est comme une folie quand on la respire, tellement ça sent bon. Avoir son instrument en bois de cèdre, un outil en bois de cèdre. D'abord, c'était absolument indispensable d'abattre cet arbre. Il y avait un autre outil dont on avait besoin tout de suite. Marthe serait si contente. Un métier à tisser. Bobby avait dit qu'il savait de quelle façon c'était agencé. Jourdan s'en souvenait un peu. Marthe se souvenait des gestes et à cause des gestes, elle se souvenait de l'outil. Bobby avait dessiné les 2 montants sur un morceau de papier et Marthe lui avait dit « Tu te trompes, ici, ça ne fait pas cette ligne, ça fait celle-là. Parce que quand on pédale, cette chose monte et si ça faisait cette ligne, on se taperait le genou. »« Eh oui, mon homme. »« C'est vrai, » avait dit Bobby. Et il avait effacé sa ligne et tracé une autre ligne en suivant le doigt de Marthe qui lui disait « Là, comme ça. Alors ça ira. » Un métier à tisser, en bois de cèdre. Jourdan se passionnait pour ce métier à tisser. Il le voyait, il l'entendait. Le bruit qu'il entendait lui remettait en mémoire son jeune temps, son pays de montagne, son père, sa mère, sa vieille maison, leur vieille vie, leur vie calme, leur vieux beau calme. Oh, la vie est belle, sort de Dieu. Et toi, cheval, tu t'endors? Oh, paresseux! Et nous arrivons quand chez Jacou? Et alors le petit cochon, il l'aura quand son lait, tu y penses? Il toucha le cheval du bout du fouet. Nous le ferons, va, le métier à tisser. Et je te crois. Et dessus le portique, j'y creuserai au couteau un cerf avec de grandes cornes. Et puis de chaque côté, des biches. Tout autour, sur les montants, partout. Il voyait le cerf qu'il dessinait avec son couteau, le couteau à manche de corne qui a la lame pointue et bien aiguisée. Il voyait les cornes du cerf, larges comme des branches d'arbres. Dessous, les biches abritées se rasant de l'échine et des pattes comme elles passent sous les branches basses des cèdres. Tout ça serait dessiné sur le portique et les montants en bois de cèdre du métier à tisser de Marthe. Il entendit un bruit derrière lui dans la lande. Il arrêta son attelage. Il écouta. C'était un roulement de voiture. « La voilà encore, » se dit-il. « Mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça ?» Depuis quelque temps, chaque fois qu'il sortait ou qu'il était seul au champ, il entendait, puis il voyait la calèche de Madame Hélène. Elle apparaissait, puis elle se mettait à tourner autour de lui en rond, sans jamais s'approcher. Autant qu'il avait pu en juger, Madame Hélène conduisait seule, elle avait attelé à 2 chevaux, elle menait dur au long trot, parfois au petit galop, souvent debout devant le siège, sans précaution, à travers champs de toutes ses forces. Il avait crié « Madame Hélène !» Il lui avait fait signe avec la main « Venez !» Au lieu de venir, elle avait continué à tourner autour de lui, puis elle était partie. Il s'était dit « Elle ne m'a pas entendu. » Mais la fois d'après, soit que l'air ait porté dans sa direction, soit qu'aussi lui ait crié plus fort, il vit bien que les chevaux avaient entendu. Donc elle aussi. Il recommença à faire signe « Venez !» Elle regardait de son côté, mais elle fit comme à la fois d'avant. Elle tourna et elle disparut. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle m'a vu pourtant. En rentrant, il demanda à Marthe « Tu as vu Madame Hélène? Pas ces jours-ci. Elle ne t'avait rien dit, non? Elle n'avait pas l'air fâchée. » Non, dit Marthe. Pourquoi? C'est drôle, dit Jourdan. Ça fait 2 ou 3 fois que je la vois avec sa calèche, elle me tourne autour. Je l'appelle, elle me regarde, elle m'entend, elle ne vient pas. Elle a peut-être autre chose à faire, dit Marthe. Jourdan, en son fort, ne s'était pas contenté de cette explication. Il s'était dit « C'est drôle ». La lande était nue.
le ciel tout en tumulte silencieux, car le vent passait haut. Jourdan entendit que la calèche se rapprochait. Il était dans un creux. Madame Hélène ne pouvait pas voir qu'il s'était arrêté. Il entendait les clochettes des chevaux, le bruit des ressorts, et même la voix de Madame Hélène, une voix sombre comme le printemps, et qui cria « Harry !» Puis tout s'arrêta. Il allait appeler quand il pensa « Elle s'est arrêtée parce qu'elle ne m'a pas vu déboucher du creux et qu'elle m'a jugé à l'arrêt. Elle ne veut donc pas me rencontrer. Oh, tout ça n'est pas clair. Je me demande ce qui se passe. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi me suivre et s'arrêter? Pourquoi me rôder autour en grand cercle? » Il se dit « Le mieux est de faire demi-tour, de la rejoindre et de lui dire « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais tout de suite après, il pensa au contraire que mieux valait continuer la route sans faire semblant de rien, sans rien dire, sans rien laisser paraître. Car il aimait beaucoup Madame Hélène. Il aimait son teint, sa couleur de chair, ses manières, ses yeux, la forme de son nez, le son de sa voix, la façon qu'elle avait en marchant, en bougeant les bras. C'est chez lui qu'elle était venue se réfugier quand son mari était devenu fou. Jourdan, se dit-il, ne la contrarie pas. Il toucha son cheval et se remit en marche. Oui, se dit-il, un grand métier à tisser, tout droit comme ceux qu'on a dans la montagne. Il arriva dans l'endroit du plateau qu'on appelait Mouillure. C'était un large affaissement humide avec des joncs et des prêles, et là, il y avait du brouillard. Là, se dit Jourdan, pour peu qu'elle s'oublie, ça lui sera difficile de ne pas me rencontrer. En effet, on ne voyait pas devant soi. On allait à l'aveuglette. Si on arrêtait, les bruits particuliers du brouillard trompaient l'oreille. Tout était changé. Il était à peu près au milieu quand il s'entendit appeler. Il arrêta son cheval. « Qui m'appelle ?»« Moi, » dit la voix. « Qui, toi ?» La voix venait de la gauche. « Madame Hélène. »« C'est vous ?» dit Jourdan. « Je ne vous ai pas entendu venir. »« La terre est souple, dit-elle. »« Où êtes-vous ?»« À gauche, dans les saules. » Il vit au fond du brouillard une ombre plus noire, c'étaient les saules. « Attendez, je vais vers vous. »« Non, dit Madame Hélène, ne bougez pas. »« Je me demande ce que vous avez, dit Jourdan presque pour lui, mais elle entendit. « Je n'ai rien, dit-elle. »« Vous me suivez ?»« Oui. » Il ne sut plus que répondre. « Où allez-vous » demanda-t-elle. « Chez Jacou chercher la chèvre. J'ai un petit cochon qui ne peut pas profiter du lait de la mère. »« Qu'est-ce qu'il a ?»« La mère a 8 mamelles et il est 9e. »« C'est le sort de tous, dit la voix. Jourdan entendit crier le timon rond de la calèche, puis les branches de saule qui frottaient contre la capote de cuir. Madame Hélène faisait tourner les chevaux. Elle les frappa tout de suite du fouet sifflant. Elle était partie. Quand Jourdan sortit des bas-fonds de Mouillure, il regarda à droite et à gauche. C'était le désert. On n'entendait rien. Madame Hélène était partie. Il fouetta le cheval, prit le grand trot, ne pensa à rien qu'à sauter sur son siège, tenir les guides, refrapper du fouet. Il arriva chez Jacou, parla un petit moment de la pluie et du beau temps, prit la chèvre, tourna bride et revint à Jourdan. Aussi soudainement qu'avait éclaté la sauvagerie du printemps, s'établit la quiétude des jours paisibles. On les sentit tout de suite durs et solides comme bâtis de ciment et de fer. La forêt était couverte de feuilles, elle tenait 2 fois plus de large qu'avant. Avant, elle n'était qu'un grillage de bois noir contre le ciel. Maintenant, elle était grasse et gonflée. Ce coin de ciel était bouché. Le plus petit arbre avant, mince charpente de fils de fer noir et luisant de pluie, maintenant engraissé et charnu, était devenu un habitant du monde. Il tenait de la place. Il y avait moins de vide dans le ciel. On le voyait bien en regardant, mais on le sentait mieux encore en criant ou en faisant du bruit. Avant, le bruit sonnait dans du vide. Maintenant, il sonnait dans de la foule et de la vie. Les jours étaient dorés. Jacou avait envie de viande et de sang. Une hallucination vivante née de ses désirs l'entourait. Il voyait d'admirables bêtes aux formes transparentes et qui passaient devant lui comme de la fumée.
Il avait maintenant une grande ambition. Il voulait voir les bêtes de ses rêves, les élever, les faire marcher sur la terre, les mettre là, sur ce plateau Grémone, où il n'y avait plus rien à faire, où maintenant il y avait quelque chose à créer. Il voyait devant lui un long et beau travail à quoi employer ses mains et sa tête. Son corps demandait beaucoup de force. Il prépara une pierre plate sur l'air, c'était une vieille meule à blé. Il alla chercher un chevreau, il lui entrava les jambes et il le coucha sur la pierre. La bête allongea le cou, son haleine soulevait une ancienne poussière de balles de blé. De la pointe du pouce, Jacquot essaya le fil de son couteau, il saisit le chevreau par les oreilles, il lui tira la tête en arrière, il lui trancha la gorge. La bête avait poussé un cri, son gémissement silencieux continuait à écumer dans le trou de la blessure, le sang cessa vite de couler, il était tout par terre. Les petites pattes s'arrêtèrent de trembler, le chevreau retroussa ses babines et se mit à rire. Jacquot l'écorcha. La bête n'avait pas encore d'os, mais des cartilages blancs comme de la neige dans une chair blanche de jeunesse. Il fendit le ventre et fit dégorger l'estomac et les tripes. Il appela le valet. « Fais-moi un trou, dit-il, et enterre ça. » Il lui désigna l'emplacement. « Là-bas, dit-il. » Il avait l'intention d'aller planter un rosier à cet endroit-là. Il mit de côté sur la pierre le foie et la fraissure. Une légère buée fumait de ces lambeaux de chair. À partir de ces jours-là, la saison fut lourde et paisible. Les hommes et les femmes étaient remplis de désirs, mais personne n'osait encore réaliser grands rêves. C'était la tristesse de printemps.